Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Procédé Critique, alors que Noël approche, d'ici une semaine grosso modo, eh bien je vais vous parler d'un film pas tout à fait de Noël, mais bon disons que le titre laisse songeur et n'est pas sympathique sur le papier. L'assassinat du Père Noël, sorte de comédie policière à la lisière du conte assez spéciale, réalisée par Christian Jacques en 1941, quelques années à peine après son fameux Les Disparus de Saint-Agile, qui était également une adaptation d'un roman de Pierre Véry. Et il faut savoir que nous sommes ici au début de la Continentale, société de production lancée par Goebbels sous l'occupation afin que le cinéma français continue à exister, mais avec des œuvres très légères, ou pas, parce que derrière, des gens ont quand même saisi l'occasion pour continuer à faire vivre le film français à une époque très compliquée, et même avec quelques petits actes de résistance, comme je l'ai déjà évoqué sur La main du diable de Maurice Tourneur, ou récemment Le Corbeau d'Henri-Georges Clouzot. Peut-être qu'ici, Christian Jacques, il n'en est pas loin, d'autant plus que ce metteur en scène entrera dans la résistance peu de temps après. Au casting, nous avons des acteurs qui ont eu d'ailleurs des destins très divers après la libération. Harry Bohr, qui lui, je crois, est décédé suite à une torture des Allemands. Un petit peu compliqué, lui, ce qui lui est arrivé, alors qu'il était hyper célèbre à l'époque. Il y a également Robert Le Vigan, qui lui a clairement été déclaré persona non grata. Il a dû s'exiler, parce que pour le coup, il a un petit peu collaboré, étant pote avec Louis-Ferdinand Céline. C'est une part de l'histoire française, au-delà même du cinéma, là, que je suis en train de vous conter, mais je vous laisse faire vos petites recherches sur Internet. On apprend des choses très intéressantes à ce sujet. Citons aussi la présence de Raymond Rouleau. Et alors, très rapidement, vers la fin, une apparition de Bernard Blier, qui joue un brigadier qui va peut-être résoudre l'enquête. Alors, histoire un peu particulière à expliquer comme ça en synopsis. On est dans un village, quelque part blotti dans la neige, un peu paumé, en plein hiver, avant Noël, où les gens semblent vivre tranquillement, et on prépare donc les festivités. Mais il va se passer quelque chose. On va dérober un anneau en diamant, là, et on va retrouver un Père Noël mort, mais qui n'est peut-être pas celui que les habitants imaginent. Très vite, on va découvrir que c'est pas quelqu'un du village, alors que normalement, chaque année, le Père Noël est joué par la même personne, le Père Cornus, qui fabrique des mondes, j'ai envie de dire map monde et tout, des sphères, là, pour, vous savez, pour lire la géographie, et qui s'occupe donc des enfants le soir du réveillon de Noël et le jour de Noël pour leur offrir des cadeaux, parce que les enfants sont très importants dans le film aussi, enfin, c'est presque un fil rouge. Et rajouter à cela, donc la fille de ce Père Cornus, qui est un petit peu rêveuse, là on rentre dans le conte de fées, c'est pas loin d'être des contes des frères Grimm ou Andersen ou Disney, enfin vous prenez ce que vous voulez. Catherine qui va s'éprendre d'un baron étrange qui cache sa main, serait-il lépreux, pestiféré, voilà les on-dit des habitants de ce village un peu perdu là-dedans, et tout ça se déroule peu ou prou de façon efficace, je vais vous le dire, dans un métrage assez unique quand même, qui à la fois a ce côté classique des films des années 40, si vous voulez, mais qui a une vibe bizarre, et a presque 2 films en un, voire 3, donc cette histoire d'enquête, qui est presque un prétexte en fait, oui, un Père Noël qui meurt, tout ça, bon ok, cette histoire d'amour romancée, là, avec ce baron qui est peut-être mal vu, et les enfants à côté, dont un qui s'appelle Christian, si je ne me trompe pas, qui est malade, qui est alité, qui rêve d'un Noël joyeux, lui, et qui attend. Oui, comme ça vous allez me dire, ouh, ça a l'air un petit peu spécial ton film. Ça l'est, mais il y a des choses qui fonctionnent. Et pour une première production de la Continentale, donc, il y a quelque chose de libre, j'ai envie de dire, dans ce film. Rien que dans sa structure et la façon de raconter les choses. Alors, adapter un roman n'est jamais facile au cinéma. Je ne sais pas ce qu'est le bouquin de base, donc si c'est aussi, on va dire, un peu déstructuré. Mais ce qui est sûr, c'est que vous pouvez y trouver des messages cachés. Donc la relecture du conte, un petit peu en mode, ouais,
pourquoi pas, histoire de faire rêver les gens à une époque où c'était pas facile, mais derrière, la réaction de ces gens là qui habitent au village, qui vont se soupçonner entre eux, tout ça, un petit moment quand même, et en plus ce baron qui est revenu là, alors, parce qu'il n'a pas trouvé l'épouse dont il rêvait, et qui peut-être cache quelque chose qui pourrait faire peur aux habitants, vous voyez, il y a cette ambiance-là qui colle parfaitement à une époque où forcément, durant la collaboration, avec la résistance à côté, il y avait des petits mots qui se disaient à droite à gauche et à une belle méfiance, si vous voyez ce que je veux dire. Et faire situer donc cette intrigue dans ce village un peu perdu, en plein hiver, c'est assez rude sur le papier, et puis ce qui se passe, c'est pas très joyeux non plus, mais à côté, vous avez quand même une forme de magie. Alors, cette magie de Noël, le miracle de Noël, vers la fin, il y a un petit peu de ça quand même, sur 2 résolutions. J'en dis pas plus, mais bon, à un moment, finalement, les 3 intrigues, plus ou moins, qui sont 2 intrigues principales, plus le fil rouge avec les enfants, tout ça va se réunir à la fin, et ça fait film de Noël, pour le coup. Mais on rigole aussi, hein, justement, certaines réactions, cette enquête qui va vite être résolue comme ça, arriver au bout avec je sais pas si c'est un gendarme, oui, une sorte de gendarme, hein, Bernard Blier qui semble avoir tout compris d'avance. Enfin, finalement, ça paye pas de mine, c'était pas non plus compliqué à décortiquer. On voit ces gens qui sont un peu pris la tête, qui ont subi ce qui s'est passé pendant les 2 tiers du film, et au final, pouf, on arrive là. Et tu te dis à la fin, mais tout ça pour ça, mais ce qui l'emporte finalement, c'est cette vibe qui, on va dire, crée une forme de solidarité et de lien entre tous ces habitants, et qui montre que les Français doivent être unis face à l'adversité, malgré des temps troubles. Je pense qu'il y a un peu de ça derrière. Alors, après, peut-être que j'extrapole un peu trop, mais comme je le disais, la Continentale, qui voulait donc créer des films un peu stupides, hein, c'est Goebbels, pour que la France reste assez bas culturellement face à la Grande Allemagne et tout. Oh. Mais il y a des auteurs derrière qui se sont dépatouillés et qui ont fait des petits trucs assez subtils. Et je crois même que la personne allemande, hein, Albert Dreven, hein, je crois que c'est ça son nom, j'ai pas tout sous les yeux, je vais dire des bêtises, mais c'est pas grave, qui avait été mandaté par Goebbels, s'en est amusé aussi à laisser plus de liberté que prévu, parce que il aimait la France au fond de lui, et artistiquement également. Et c'est un petit peu paradoxal toute cette histoire. La Continentale, beaucoup ont été jugés comme collaborateurs et tout après, hein, des acteurs qui ont subi beaucoup, donc beaucoup dans ce film. Robert Le Vigan, lui, par contre, je crois que malheureusement, il a un peu trop son nez dedans. C'est un peu compliqué. Il a été soutenu par des gens de la profession derrière. Un petit peu d'influence mal placée apparemment pour le monsieur. Bref, on sent là qu'il y a un petit truc. Voilà. Et c'est grâce à ces films qui se sont battus malgré une production normalement très douteuse que le cinéma français a pu continuer à exister pendant 3-4 ans, 4 ans. Et c'est assez miraculeux. Donc ça nous a laissé quelques œuvres, dont 2, Le Corbeau, La Main du Diable, dont j'avais parlé avant, et celle-ci, qui est fort intéressante. Je crois qu'il y a aussi L'Assassin habite au 21, il faudra que je rattrape un jour, et d'autres. Hein. En tout cas, c'est un film, voilà, difficile à évoquer comme ça en impro ciné-critique, à voir, hein, pour ses dialogues, pour ses petits moments de poésie aussi, hein, à travers la neige, à travers cet aspect Noël, ce petit enfant là, c'est touchant. Voir les gosses aussi qui s'amusent à l'école un petit peu, forcément dès le début, on le sent avec la morale là qui est inscrite sur les murs. Hein, ça dresse, à mon avis, le portrait d'une époque trouble, mais où les gens continuaient à vivre malgré tout, entre eux, solidaires, en attendant les jours meilleurs. Et là, le jour meilleur arrive, c'est Noël. Bref, à rattraper, à voir, peut-être, pour ces fêtes. Alors, c'est pas forcément un film de Noël, quand même, mais il y a cette idée, et à ce côté conte qui peut fonctionner. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film de Christian Jacques, à savoir d'ailleurs que j'avais déjà parlé des Disparus de Saint-Agile. Et oui. Voilà, hop, tapez sur vos claviers, et puis je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à la prochaine, ciao.